Je suis Youssef Miloudi du groupe Berger-Levrault. Alors, je ne vais pas vous présenter la société ou le groupe. Ici, mon objectif, c'est... Ah, vous n'entendez pas? Ah. Est-ce que vous entendez mieux, là? Ah, d'accord, il n'y a pas de... Ah oui, donc il faut que je parle beaucoup plus fort. D'accord, excusez-moi. Donc, je parlais beaucoup plus fort. Vous avez raison. J'ai cru qu'il y avait un retour. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est un cas pratique, un itinéraire d'un industriel, hein, qui est une PME ETI, j'y viendrai, et qui allait vers l'industrie 4.0. Son objectif, il n'a pas pris tous les aspects de l'industrie 4.0, c'est plutôt son équipe maintenance. Donc, on va essayer de dérouler un petit peu son itinéraire de façon concrète. Donc, je suis Youssef Miloudi, je travaille au sein du groupe Berger-Levrault, à la direction de la recherche et de l'innovation. Je m'occupe de la valorisation et je travaille sur tous les projets. Donc, le groupe Berger-Levrault, en deux mots, hein, c'est un groupe d'édition de logiciels multisectoriel, multicanal, une entreprise assez ancienne, si je ne dis pas de bêtises, 17e siècle, voilà, sa création. Donc d'abord, beaucoup d'éditions papier pendant très longtemps, essentiellement pour les collectivités territoriales. Et puis bien sûr, sur ces 40 dernières années, eh bien, toute l'activité a basculé dans le numérique. Et donc un des secteurs d'activité dans lequel moi je suis spécialisé au niveau recherche et innovation, c'est bien sûr tout ce qui est gestion d'équipement. Et on a évoqué le mot, en France on dit GMAO, bien sûr, gestion de maintenance. Voilà, alors avant de voir ça, donc dans le programme, quelques rappels sur l'industrie du futur. Je vais aller très vite parce que en fait, tout le monde en a fait beaucoup, donc ça ne sert à rien de tout répéter. Je ferai peut-être des focus sur des éléments qui m'ont paru importants et que je n'ai peut-être pas entendus aujourd'hui. Et puis après, on passera directement sur le projet de ce client-là, hein, de Alstef, Alstef Group. Et puis le REX. Alors Alstef n'est pas présent aujourd'hui avec moi, mais ils ont fait quelques slides pour vous donner leur REX. Donc je vous donnerai leurs propres mots sur leur retour d'expérience industrielle. Vous avez vu déjà cet élément tout à l'heure, c'était juste pour rappeler les éléments de temporalité, vous voyez, entre les différentes phases industrielles qu'on a connues dans l'histoire, en tout cas pour les pays industrialisés, puisque ça, ce n'est pas vrai pour les pays qui n'étaient pas des pays industrialisés, mais l'émergence des industries avec leurs indices. Un élément remarquable quand même, ce qu'on appelle l'industrie 3.0, et effectivement, on l'a bien dit tout à l'heure, on l'a entendu juste précédemment, il y a beaucoup d'industriels aujourd'hui, des PME, des ETI, qui sont à ce qu'on appelle l'industrie 3.0. Pourtant, technologiquement, elle date des années 70. Ce qui la résume, l'industrie 3.0, c'est la capacité d'automatisation et d'informatisation. C'est globalement la technologie clé, c'est le processeur. L'industrie 4.0, donc elle est aujourd'hui, on va dire la période 2010-2020, donc on peut comprendre que son émergence dans tout le tissu industriel des pays industrialisés, elle va prendre une trentaine d'années. Si on se réfère à ce qui s'est passé précédemment, ça ira peut-être un peu plus vite. Le point sur lequel je voulais faire un focus, c'est que ce qui a beaucoup changé dans les aires industrielles, et qu'on ne dit pas là, mais si on fait une étude... j'allais dire, un peu anthropologique des machines industrielles, c'est des facteurs énergétiques, en fait, qui ont aussi basculé une industrie d'un chemin à un autre. C'est-à-dire qu'entre l'industrie 1.0 et 2.0, la grosse différence a toujours été l'énergie mécanique, donc la machine à vapeur, en quelque sorte. Entre la 2 et la 3, c'est l'électricité qui a changé les choses. Et entre la 3 et la 4, alors, la 3, ce qui l'a renforcé, c'est vraiment la capacité d'avoir beaucoup d'électricité à faible coût. Donc on pourrait dire l'énergie nucléaire, si je fais simple. Et entre la 3 et la 4, en fait, ce n'est pas l'électricité, le facteur énergétique qui change et qui est une forme d'énergie, c'est l'information. C'est-à-dire que l'industrie 4.0, ce qui va beaucoup la caractériser, c'est sa capacité à échanger beaucoup d'informations. Voilà, donc je ne vais pas après m'étendre plus sur le sujet, parce que pas mal de gens ont dit pas mal de choses là-dessus, mais c'est quand même la philosophie des systèmes cyberphysiques et de la notion d'Internet. Donc je vais faire un focus, moi qui m'intéresse, puisqu'on va parler de maintenance, donc d'aller chercher des données sur des machines, donc il faut s'y connecter. Il y a des notions d'Internet des objets, entre autres. Donc il y a évidemment une technologie facilitatrice, c'est les objets connectés, l'Internet des objets. Alors, la technologie est disponible, son coût a baissé, tout simplement parce que dans le monde grand public, beaucoup d'objets ont été déployés, ce qui fait baisser les coûts.
Alors là, il y a des prévisions qui étaient données. Je vous rassure, elles sont fausses, tout simplement parce que d'année en année, on donne des prévisions sur les objets connectés. Elles se concrétisent assez peu. Je crois qu'il y a 2 ans, les prévisions, ce que je vous ai donné, c'est des prévisions qui étaient faites en 2018. Donc on est en 2020 et on n'a pas 50 milliards d'objets connectés. On en a beaucoup moins que ça. On en a, je crois, 12 milliards. Et ce qui l'explique, c'est en fait juste des facteurs de réseau, plus que des facteurs de coût, de ce genre de choses. Et ils sont essentiellement dans le monde grand public. Et vous voyez la prévision à 200 milliards, c'est quand même assez significatif, 200 milliards d'objets connectés, c'est assez important. Bref, l'industrie 4.0, ce qui la permet, ce qui en fait discuter, c'est quand même à la fois des enjeux auxquels est confrontée l'industrie, mais auxquels elle a toujours été confrontée. Elle y était confrontée en partie dans les années 80. Hein. Les questions de performance, de prévision, de flexibilité, elle aurait souhaité les faire bien plus tôt. Mais on a des facteurs technologiques qui aident. La plupart des facteurs vont être autour du numérique, finalement autour du transport de l'information. Donc on va trouver bien sûr les réseaux haut débit, et puis beaucoup d'aspects de modélisation, de représentation de ces données. Et enfin, on en parlera un petit peu, de capacité à traiter massivement ces données. Alors on dit intelligence artificielle, mais je veux dire apprentissage machine et traitement automatisé des données face à des très grands volumes de données. Alors dans le cas de l'itinéraire de l'industriel que je vais vous présenter, lui, ce qui l'a intéressé en premier lieu, c'est la maintenance. Alors je vous expliquerai pourquoi, lui, c'est la maintenance en premier qui a été son sujet. Bon, sur la maintenance, évidemment, quand on dit industrie 4.0, parmi les grands usages qui sont attendus par l'industriel, il y a la maintenance prédictive. Alors, en français, on dit plutôt maintenance prévisionnelle, mais c'est quelque chose qui est très attendu, qui est très mûr dans certains secteurs, comme ici à Toulouse, dans l'aéronautique. Pour un tas de raisons, parce que souvent, celui qui fabrique l'avion, l'assemble, il a quasiment fait toutes les pièces, il n'a pas fait toutes les pièces, mais il les a toutes conçues, et donc il a une maîtrise très forte de sa machine. Quand on est un industriel qui produit des biens et qui les fait avec des machines qu'il n'a pas fabriquées lui-même, c'est un peu plus compliqué de faire de la maintenance prédictive sur un ensemble de machines que je n'ai pas fabriquées, que j'ai achetées chez un tas de fournisseurs différents et que j'ai intégrés. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on attend. Et ce qu'on peut voir quand même, c'est que au-delà du vœu pieux, j'allais dire pieux, mais du vœu un peu idyllique de la maintenance prédictive, qui est de prédire une panne, en fait, fondamentalement, et ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, alors par Cédric, si je ne me trompe pas, hein, enfin en tout cas par mon confrère de Viséo, il faut bien voir qu'en fait, ça ne va pas être vraiment ça le sujet. Ça va être de savoir créer de nouveaux services, y compris dans la maintenance. Prédire une panne, c'est intéressant, mais je vous le dis, si je dis que votre voiture, je vous prédis que votre filtre à air, il va s'encrasser, il a 90% de chances de s'encrasser dans 3 jours, je ne suis pas sûr que ça vous aide beaucoup. Par contre, si à la question de est-ce que demain je peux faire 1000 km, je vous réponds oui avec certitude de 100%, ça vous intéresse. C'est la même philosophie qui a fait qu'un système de prévision de trafic tel que Waze s'avère plus efficace pour l'usager, hein, plus efficace qu'un bison futé. Donner une prévision à quelqu'un, ce n'est pas intéressant. Utiliser la prévision pour lui dire ce qu'il peut faire ou ne pas faire, c'est ça qui a de la valeur. Et donc dans la maintenance, on est dans le même sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, la prévision de panne est un sujet, mais c'est, j'ai envie de dire, une variable cachée. Ce qui va intéresser les gens, c'est 2 choses. C'est que je comprenne comment ça se passe quand même, pourquoi ça tombe en panne, quelles sont les causes réellement, et le lien exogène, pas seulement ma machine, le lien avec mon environnement, que j'arrive à prédire non pas que la panne, mais ses conséquences. Il y a des pannes qui sont sans conséquences. Aujourd'hui, si un éclairage là, tombe en panne, ça ne me dérange pas. Par contre, si le vidéoprojecteur tombe en panne, c'est pénalisant à cet instant. Et puis, bien sûr, avoir la recommandation qui traite de la conséquence. Voilà, donc la position qu'a eu cet industriel est un peu de se mettre dans cet axe-là et on y va par palier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la maintenance, là, je ne suis pas sûr que tout le monde soit spécialiste de la maintenance, mais les équipes de maintenance, ce qu'elles font depuis des années, avec des GMAO, des ERP ou d'autres systèmes informatisés, déjà, c'est essayer de dire, bon, on va arrêter le correctif, vraiment, d'attendre que la panne arrive, parce que l'avantage du correctif, c'est que, eh ben, en fait, en termes, dans le temps, il arrive très tard, souvent. Donc vous intervenez pas souvent, mais quand ça arrive, ça peut être sévère comme dommage et ça peut coûter cher. Je reviendrai sur les coûts sur un autre graphe, mais alors bien sûr, on fait du préventif, ça c'est ce qu'on connaît tous, au moins par exemple avec nos voitures. Voilà, il faut changer l'huile ou les filtres tous les temps de kilomètres, même si nous ne sommes pas tous les mêmes conducteurs et même si nos voitures ne roulent pas toutes sous les mêmes latitudes. Mais c'est pas grave, le constructeur il donne à peu près la même gamme à tout le monde.
Donc ça va poser question sur qu'est-ce qu'une maintenance prévisionnelle et quel est l'optimum. C'est-à-dire que oui, j'ai le truc idéal, ça ne tombera jamais en panne parce que je change tout le temps. J'ai celui où j'attends, mais le risque, au moins sur la sévérité du dommage, est important. Et ce que je vais chercher, c'est l'entre-deux. L'entre-deux sur différents critères, et pour y arriver, je vais avoir besoin de me connecter à mon propre système, à l'équipement lui-même, mais aussi à d'autres informations qui peuvent provenir de l'équipe de maintenance. Alors, pourquoi un industriel s'intéresse à ça? Je vous donne quelques statistiques générales qui s'affinent en fonction du domaine. Elles ne sont pas du tout liées à la taille de l'industrie. Voilà. Que vous soyez un gros industriel ou un petit, la statistique est la même. Par contre, elles peuvent varier en fonction des domaines. Si vous êtes dans des domaines de process ou de manufacture, ce n'est pas exactement les mêmes stats, mais globalement, la tendance est la même. Donc, on va bien sûr pouvoir réduire les pannes. Qui dit réduire les pannes dit augmenter le taux de disponibilité. Donc, augmenter la capacité de production si on est en production massive, augmenter la flexibilité si on n'est pas en production massive. Tout dépend, donc il y a un lien avec la flexibilité. Évidemment, réduire les coûts. Un sujet important quand même, améliorer la sécurité sur le terrain, la sécurité autour de la machine, la sécurité autour de la ligne de production. Et enfin, et ce n'est pas anodin, aussi savoir faire de la maintenance pour réduire la consommation d'énergie des équipements. L'exemple le plus connu, c'est dans tous les bâtiments, il y a du traitement d'air obligatoire par la réglementation. Tous ces traitements d'air ont des filtres. Si vos filtres s'encrassent trop, votre machine, elle fonctionne toujours, votre traitement d'air, il fonctionne toujours. Par contre, votre consommation d'énergie du système de traitement d'air peut croître très rapidement. Et donc, on peut à la fois jouer sur l'usage, c'est-à-dire que le filtre, il filtre bien et donc la qualité de l'air soit de bonne dans le bâtiment, mais aussi sur la consommation énergétique. C'est un exemple, mais il y en a d'autres en fonction des domaines. On le verra sur le cas de l'industriel, c'est le cas aussi. Voilà, c'était juste pour repositionner un petit peu. Et donc, en termes de maintenance, c'est bien ce qu'on va chercher à faire. En fait, donc de nouveau, ça a été dit par mon confrère tout à l'heure de Viséo. En fait, la philosophie qui va se cacher derrière, parce qu'il y a déjà beaucoup d'automatisation dans l'industrie 3.0. On l'a vu avec le RP aussi. On peut déjà chercher à interfacer beaucoup de systèmes et à collecter beaucoup d'informations. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va faire sauter des silos. C'est-à-dire, on ne va plus parler d'équipe de maintenance, d'équipe méthode. Alors, je ne sais pas qui parmi vous sont industriels, mais dans une industrie, on trouve souvent des gens de la maintenance, des gens de la méthode, des gens de la production. En fonction de la taille de l'industrie, ça peut être une même personne, mais ça remplit plusieurs fonctions. Là, l'idée, c'est qu'on ne va plus regarder les choses comme ça. On va juste regarder comment on fait pour optimiser l'équipement. Il n'y aura pas de silo organisationnel autour. Il ne faudrait pas qu'il y en ait. Donc, il y a des facteurs humains importants au déploiement de l'industrie 4.0. Mais ensuite, on ne va pas cloisonner les systèmes. On ne va pas dire il y a le SCADA, il y a le MES, il y a la GMAO, il y a le RP. On va dire il y a des données, on va les faire circuler en temps réel et on va prendre des décisions en temps réel sur ce flux de données. Donc c'est ce que je vais vous illustrer dans le cas d'Alstef. Alors qui est Alstef? Donc Alstef Group, c'est une société, c'est pas encore une ETI, mais c'est une bonne PME française, à peu près 600 personnes dans le monde, spécialisée dans les systèmes de manutention. Donc système de manutention dans les entrepôts logistiques. Et donc on n'a plus la maquette, mais ils font des tapis convoyeurs, des systèmes de palettisation, voilà, ce genre de choses, des entrepôts automatisés. Et ils ont une division spéciale pour le secteur aéroportuaire, puisqu'il y a un gros système de tri-bagages dans un aéroport. En fait, il y a une usine dans l'aéroport qui est celle qui fait circuler vos bagages. Et donc, ils déploient ce type de système en France et dans le monde. Et ils ont la particularité d'être le concepteur, le fabricant et l'exploitant. C'est-à-dire que quand ils déploient les aéroports, en fait, l'aéroport leur concède l'exploitation du système de tri-bagages. Et parfois même, il leur concède la maintenance. Donc, eux, ils sont très intéressés, à la fois en termes de réflexion sur leur business model. Plutôt que de vendre juste des installations, ils pourraient vendre un nombre de bagages par heure. C'est vachement risqué de faire ça, mais voilà. S'ils maîtrisent bien le système, ils pourraient dire j'arrête de vous vendre un système de tri-bagages à X millions d'euros en fonction de la taille de l'aéroport, mais je vous vends plutôt un système de tri-bagages qui coûte 1 euro par bagage transporté. Donc il y a ce premier aspect. Et le deuxième, bien sûr, c'est d'optimiser le coût d'exploitation. Vu qu'ils sont l'exploitant et qu'ils sont à la fois le fabricant, ils peuvent agir beaucoup sur leur système et leur machine
pour faire en sorte que le coût d'exploitation soit le plus faible possible. Alors, dans le projet Alstef, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est typiquement dans une industrie où on n'a pas des machines super compliquées. Un convoyeur, même un système de palettisation. Alors, il y a quelques robots qui sont complexes, hein, mais globalement, la majorité du système, c'est des systèmes mécaniques et électriques extrêmement simples qui sont mis les uns derrière les autres pour convoyer. Et donc, ils ont beaucoup de silos d'information, c'est-à-dire qu'ils ont, comme l'industrie 3.0, beaucoup d'automatismes, mais qui ne communiquent pas entre eux. Donc, ils ont des automates, ils ont des SCADA, ça, il n'y a pas de problème. Ils peuvent communiquer éventuellement avec le RP, mais ça en reste là. Et en même temps, ils ont un système qui, contrairement à une usine, il n'est pas prévisible. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas les bagages qui viennent dans le système de tri-bagages. Donc ils ont des choses, ils ont des bagages à convoyer, mais ils ne savent pas si ça va être des grosses valises, des petites valises, des sacs. Enfin, voilà, certainement pour la majorité d'entre vous pris l'avion et vous ne prenez pas toujours le même format de bagage. Donc ils ne maîtrisent pas tout non plus. Et pour autant, dans l'aéroportuaire, ils ont des niveaux de service extrêmement élevés qui leur sont demandés. Donc vous voyez, ils ont des niveaux de SLA qui sont supérieurs à 99% sur les machines. Donc comme tout industriel qui a des points critiques, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils sécurisent et ils doublent. Donc les nœuds critiques du système de tri-bagages, bah, souvent ils sont doublés, donc ils coûtent extrêmement cher. Et aussi, bah, du coup, ils font beaucoup de maintenance préventive, beaucoup de tournées de diagnostic pour s'assurer que les systèmes fonctionnent, malgré qu'ils aient un SCADA. Voilà, alors sur les aspects maintenance, bah, c'est ce que ça donne, c'est qu'ils ont un ratio, ils ont ce qu'on appelle un taux de maîtrise très élevé, ils ont un ratio préventif qui est très 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 élevé, qui leur coûte assez cher, hein, ils pensent qu'ils font du surpréventif. Et puis parfois, un tri-bagage, c'est un peu un plat de spaghettis, il y a des choses au sol, mais il y a des choses en hauteur, il y a des bagages qui circulent un peu de tous les côtés. Je ne sais pas si j'ai une photo, après je pourrais peut-être vous montrer. Donc il y a des équipements par contre qui ont des accès compliqués, c'est-à-dire que quand on sait qu'on doit entretenir tel convoyeur qui est à 15 mètres du sol, ça se prépare 10 jours à l'avance. Voilà, donc leur enjeu maintenant, s'il est sur l'exploitation et ces parties-là, et donc les objectifs du projet, ils se sont dit, est-ce qu'on peut utiliser les approches, à la fois système d'information et les technologies de l'industrie 4.0 pour réduire les coûts de maintenance, améliorer les performances, être plus flexible au niveau des convoyeurs, et puis gérer les événements aléatoires. Alors, les événements aléatoires, je vais vous en citer un, c'est quelqu'un qui a une valise un peu usée avec la roulette qui déconne, et la roulette est prête à tomber. Et donc, dans le système de convoyage, il y a toujours des angles qui sont arrondis, certes, mais il y a quand même des angles. Et là, bah, il y a des probabilités que la roulette, elle tombe et qu'elle se bloque dans le convoyeur. Voilà, donc, ils ont tout un tas d'imprévus comme ça parce qu'ils ne savent pas, autant le système est isolé, il n'y a personne qui est dedans, autant ils ne maîtrisent pas la qualité ou la taille des bagages. Et enfin, bien sûr, bah, ils cherchent à proposer un nouveau business model à leurs clients, très clairement. C'est-à-dire qu'ils veulent plutôt vendre leur système de tri-bagages comme un service que comme un bien. Alors dans le projet, ce qu'ils nous ont demandé, donc on a commencé par un projet de recherche, hein, en fait. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est d'avoir un ROI identifiable, très clairement. Voilà, ce n'est pas qu'un problème technologique. De pouvoir monitorer des points clés de l'installation tout en garantissant la sécurité et en séparant l'information du système de contrôle-commande. Donc tout à l'heure, on avait une maquette où on voyait qu'on pouvait collecter des données directement sur le robot, donc sur la même chaîne que le système de contrôle-commande. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Il y a aussi des industriels qui veulent complètement séparer, qui disent « j'ai mon contrôle-commande ». C'est une simple règle de cybersécurité, hein. Les choses sont hyper cloisonnées, même pas informatiquement, donc elles sont cloisonnées physiquement. Et donc, bah, mon système de contrôle-commande et mon système de collecte d'informations, ils ne peuvent pas être les mêmes. Donc on peut me hacker le système de collecte d'informations parce qu'il va être ouvert, puisqu'il va être dans une logique d'industrie 4.0, mais on ne touchera pas à mon contrôle-commande. Voilà, donc ça c'était une contrainte chez eux. Qui sont dans la cybersécurité. Et puis bah, des technologies récentes, alors ça c'est plus parce qu'ils travaillent pour des aéroports et que les aéroports, ils ont quand même des approches marketing un peu particulières et que c'est bien de dire j'ai un système de tri-bagages avec telle technologie plutôt que telle autre. Bon, ça c'est propre un peu au contexte du client. Alors pour résumer en fait ce qu'ils cherchaient, je vous ai montré un petit graphe tout à l'heure, je vous montre celui-là sur la dimension des coûts, mais on peut multiplier une autre dimension qui est la flexibilité dans leur cas. Vous avez effectivement les logiques de maintenance préventive,
Donc le coût est très élevé en maintenance préventive, et il est d'autant plus élevé que vous voulez diminuer le risque, c'est-à-dire le risque de panne. Donc moins vous voulez de panne, plus vous allez changer de choses tôt, plus ça va vous coûter cher, mais vous n'aurez jamais de panne. Mais la machine sera neuve à peu près tous les ans. J'exagère un peu, mais voilà, ceux qui font vraiment du préventif, surpréventif, ils vont jusque-là. Évidemment, si vous maîtrisez, vous trouvez bien, bah, vous allez peut-être avoir plus de panne. Bon, le correctif, je l'ai expliqué. Et donc, ce que l'on cherche, c'est un peu ce point de bascule, en fait, ici. Et ce point de bascule, en fait, il n'est pas fixe, il va varier en fonction du contexte. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que dans un système de convoyage qui est fait, par exemple, celui de l'aéroport Charles de Gaulle pour le terminal 2F, qui est fait de 32 km de convoyeurs, un convoyeur le plus long, il fait 30 mètres, donc vous imaginez le nombre de convoyeurs qu'il y a. Donc il y en a plusieurs milliers. Eh bien, en fait, on ne va pas chercher le même optimum pour chaque machine, parce qu'elle n'a pas la même criticité dans le système. Donc voilà la philosophie, d'un point de vue métier, comment le client nous l'a présenté. Il s'est intéressé à deux systèmes, convoyeurs, que vous voyez assez peu, parce qu'ils sont dans la partie cachée de l'aéroport, carrousel, qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est là où on vient chercher nos bagages. Alors carrousel, c'est simple, il ne faut pas que ça tombe en panne. Hein. L'image de marque, je ne sais pas si vous arrivez, mais quand vous arrivez à l'aéroport et que vos bagages ils n'arrivent pas parce que le machin ne veut pas avancer, et qu'il y a un gars qui vient vous les poser, c'est un peu énervant pour la plupart des gens. Donc ça, c'est zéro panne. Voilà, c'est zéro panne. Enfin, zéro panne, pas dans l'absolu, mais dans les horaires de fonctionnement, c'est zéro panne. Même s'il faut tout changer tout le temps, c'est pas grave. Bon, dans le système de tri-bagages à l'arrière, c'est un peu différent. Ils peuvent doubler les lignes. Ils ont des stratégies pour l'instant un peu différentes. Donc ils se sont intéressés à ces deux systèmes qui mécaniquement sont très simples, qui d'un point de vue automatisme ne sont pas non plus extrêmement compliqués. Et donc ils avaient des systèmes, vu qu'ils ont voulu séparer contrôle-commande et supervision, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis dans la logique de l'Internet des objets. Ils se sont dit, je vais prendre des objets connectés qui sont capables d'opérer directement sur des réseaux et je vais venir les poser. Je ne veux pas me mettre sur mes capteurs existants. Donc ça, c'est leur stratégie, hein, mais c'est pour vous expliquer. Donc on a deux façons d'interconnecter. Tout à l'heure, ça a été bien présenté par mon confrère. Je ne vais pas revenir dessus, de Viséo, sur la maquette. On a des boîtiers d'interconnexion qui marchent sur des protocoles de terrain qui permettent de reprendre les données qui viennent du contrôle-commande avec les capteurs existants. On peut aussi aller sur un SCADA, mais c'est un peu différent parce que le SCADA, il n'est pas complètement temps réel. Donc on fait quand même la petite différence. On ne fait pas trop ça. Ou alors, on vient déployer de nouveaux objets. Ce qu'ils ont fait, donc ils ont déployé des objets dans un protocole radio longue portée, du LP1. Donc ils ont plutôt utilisé du LoRa, du LoRaWAN. L'autre avantage de ces protocoles-là, c'est que effectivement, ils sont pas chers au déploiement, ils sont très peu consommateurs en énergie, donc on peut quasiment fonctionner avec des capteurs sur batterie. Alors ils ont des machines alimentées, donc ils ont alimenté les capteurs. Et puis c'est sécurisé par design. Alors ça c'est important, ces protocoles-là sont très sécurisés par design, et donc c'est assez intéressant. Ils ont des coûts de passage à l'échelle qui sont très très bas. Donc, ils ont déployé ce type de système et ils les ont mis, donc vous voyez, sur différents points de leur convoyeur. Partant de là, on s'est retrouvé dans la chose classique, c'est-à-dire qu'ils sont normalement dans l'industrie 3.0, mais ils ne le sont pas bien. C'est-à-dire, on leur a dit, très bien, super, voilà, on a mis. Bon, maintenant, il nous faut les historiques de maintenance, il nous faut les données de SCADA, etc. Et quand on allait voir, voilà, les historiques de maintenance, ils étaient faits une fois sur... Pourtant, c'est un de nos clients qui utilise nos systèmes de gestion. Hein, donc, je ne jette pas la pierre au système de gestion, etc. Je dis juste qu'il y a des complexités organisationnelles dans ces systèmes-là. Et donc, on avait peut-être que 30% de l'information. Donc, on avait trop peu de choses pour faire ce qu'ils nous demandaient, c'est-à-dire faire des modèles de prévision. Donc, nous, on avait déjà des données sur les convoyeurs en général. Et donc, ce qu'on leur a proposé, dans le cas du convoyeur, c'est moins vrai dans le cas du carrousel, c'est de dire, pour y arriver, si vous voulez modéliser, si vous voulez utiliser de l'intelligence artificielle là-dessus, il va falloir que vous nous simuliez les pannes. Alors, soit on attend qu'il y ait des pannes, donc c'est une stratégie, c'est-à-dire on prend des points cibles. Donc ça, c'est juste pour vous donner le passage de 3.0 à 4.0, comme on peut le faire sur une installation existante. Soit on dit on prend des points cibles dans le système de convoyage, on dit ce convoyeur, il n'est pas très critique, on arrête de faire la maintenance dessus, on attend les pannes. Et donc, on va collecter des données de panne. Ou on dit non, c'est pas possible, dans ma stratégie, moi, organisationnelle, je ne peux pas faire ça. Et dans ce cas-là, on met un système en laboratoire et puis on joue des tests dessus à vitesse accélérée.
Alors ça marche bien avec les systèmes automatisés, hein, puisqu'ils ont des automates, on peut jouer des routines dessus, et donc on peut jouer plein de séquences. Eux, ils ont choisi ce cas-là. Voilà. Ils ont choisi le cas de dire, on va jouer des tests. Et donc, voilà ce qu'ils nous ont demandé. Ils nous ont demandé des modèles, je vais vous le montrer juste après, mais ils nous ont demandé des modèles qui détectent est-ce que les roulements ils sont cassés, est-ce qu'ils sont usés, pardon, d'abord, est-ce qu'ils sont cassés, est-ce que les rouleaux sur lesquels sont montés ces roulements, non, pardon, les rouleaux qui utilisent ces roulements et qui entraînent la bande, eux-mêmes, est-ce qu'ils sont cassés ou usés, est-ce que la bande elle est tendue ou détendue, etc. Bien sûr, vous l'avez compris, sans mesurer, on n'est pas allé mettre des capteurs de vibration sur les roulements, rien. Hein. Ils ont voulu mesurer des variables de fonctionnement du convoyeur, donc l'intensité du moteur électrique, sa température. Ils sont restés sur des choses très génériques, qui se comprennent très bien par un utilisateur, par un technicien. Un spectre de fréquence, tous les techniciens ne vont pas le comprendre. Par contre, l'intensité du moteur électrique d'un convoyeur, un technicien de maintenance de leur équipe, il comprend bien. Donc ils sont restés sur des choses assez haut niveau. Hein. Vous voyez, on n'a pas mis des capteurs partout. Et donc avec ça, on s'est dit, et en combinant toutes les données, est-ce qu'on est capable de sortir les informations qu'ils nous demandent. Donc ils ont joué un plan d'expérience, ça ressemble à ça, un plan d'expérience. Donc ils ont fait 240 scénarios de panne différents. Pour vous donner une idée, un convoyeur simple, hein, donc il y a ce qu'on appelle l'AMDEC, donc l'analyse des modes de défaillance et les causes de défaillance. Dans un convoyeur comme ça, si on combine tout, on peut arriver à 13 000 cas. Évidemment, tous les cas ne sont pas possibles. Donc ça va très vite. Hein. Sur une machine très simple, on peut avoir beaucoup de cas. Alors je ne vous parle pas d'un robot KUKA, avec tous les organes complexes qu'il y a à l'intérieur. Cela étant dit, après, statistiquement, on est capable de réduire à un nombre de scénarios très précis qui sont significatifs. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait dans leur cas de figure. Alors si j'arrive à vous lancer juste la vidéo, comme ça vous verrez. Ah, il n'y a peut-être pas... Ah ben non. Il n'y a pas... je ne sais pas ce qui manque. Il manque QuickTime. Bon, c'est pas très grave. Vous auriez pu voir un peu comment ils ont testé, mais en gros, ils ont testé, ils ont pris des rouleaux défectueux qu'ils avaient, des roulements défectueux, les ont montés, ils ont exécuté un test, ils les ont enlevés, etc. Ils ont fait ce genre de pratique. Et puis, ils ont testé ce qui est très important quand même. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'une usine ouverte dans l'industrie du futur. C'est-à-dire que les biens, les personnes, donc quand je dis les biens, c'est ce qui est produit, hein, les personnes qui travaillent autour, les clients aussi, les fournisseurs, et puis les machines doivent être interconnectées dans un même réseau. Donc ils doivent pouvoir s'échanger de l'information facilement, c'est la notion d'Internet. Donc eux, on a tenu compte des facteurs exogènes qui sont hyper importants. Bon, bien sûr, la température, l'humidité, le lieu dans lequel ils se trouvent. Un aéroport à Moscou, c'est pas la même chose qu'un aéroport en Guadeloupe, où le système de tri-bagages il peut quasiment être dehors, à moitié à l'extérieur. Et puis, on tient compte aussi d'autres facteurs, c'est-à-dire le fait que, par exemple, à côté d'un convoyeur, il y a un système d'aiguillage qui s'appelle un pousseur qui est là et qui mécaniquement est très brutal, qui peut mettre des coups dans les bagages et du coup fait vibrer l'installation. Voilà, donc on tient compte des facteurs exogènes de façon à mieux prévoir les choses, et ça, ils l'ont intégré à leur scénario de test. À la fin, évidemment, il faut entrer ça dans le process avec une GMAO. Et donc, qu'est-ce que c'est des modèles? Des modèles, ça donne ça, c'est juste pour vous montrer. Les modèles d'IA, ça fonctionne à peu près comme ça. On a des modèles, ils sont mis à jour régulièrement. On regarde statistiquement leur niveau de performance, et quand ils atteignent un certain niveau de performance, on les déploie. Et d'une façon générale, l'autre approche qu'on a eue, c'est de regarder, en fait, pour les modèles qui nous demandaient, quelles étaient les informations provenant des capteurs qui étaient significatives, pour éventuellement, s'il y avait une mesure qui servait à rien, arrêter de la collecter. Voilà. Typiquement, si pour un modèle de prévision, on n'a pas besoin de l'intensité moteur, finalement, on arrête de la collecter, on économise du réseau. Alors pourquoi? Puisque cette entreprise étant pas faisant des systèmes assez courants, qui ne sont pas technologiquement très avancés, donc qui ne se vendent pas à des prix d'or, ce n'est pas des avions. Hein. Voilà. Donc on n'est pas dans le même secteur que l'aéronautique ou des secteurs qui sont de très haute technologie, puisqu'ils peuvent vendre leurs produits très chers. Là, l'idée, c'est le fait de rendre ma machine connectée et intelligente, donc capable de dire j'ai potentiellement une panne qui va arriver ou un problème, ça ne devait pas coûter plus de 10% du coût de chaque machine. Donc pour vous donner un ordre d'idée, un convoyeur court, comme vous avez vu tout à l'heure sur la photo, ça coûte 6 000 €. Donc on a 600 € pour que ça marche par machine. Voilà. Donc leur modèle, c'était ça. On ne peut pas dépasser 10%. Voilà, on a fait avec ces contraintes-là. Donc au final, qu'est-ce qu'ils en sortent? Alors je suis désolé, vous ne devez pas très bien voir de loin.
mais je vais vous expliquer ce qu'il voit. Il voit une partie qui est très similaire à un SCADA en bas. Pas beaucoup de différence, si ce n'est que c'est un peu plus temps réel. Mais globalement, c'est très similaire à un SCADA. Donc, il voit les données de leur capteur. Donc, il voit la température du moteur, la température de l'huile, puisqu'il y a un motoréducteur à huile. Il voit l'intensité du moteur électrique. Il voit si la bande elle est centrée ou pas. Et puis, il voit la vitesse du tapis. Donc ça, c'est du monitoring en temps réel. Et puis, en haut, ils vont retrouver, sur la même échelle de temps, des autodiagnostics qui sont donnés par les modèles. Et donc, ils ont un autodiagnostic de mode de fonctionnement. C'est-à-dire, on dit, tiens, bah là, il fonctionne à vide. Il n'a pas de bagages dessus, ou il a des bagages, ou il en a beaucoup. Ils ont un autodiagnostic. Donc ça, c'est un peu la partie endogène, mais dans l'usage du système. Ils ont un autodiagnostic de la panne. Donc, y a-t-il une panne avec un indice de probabilité ou pas? Donc là, vous voyez 0. Et puis après, vous voyez 1. Alors j'expliquerai que des fois, ça peut faire 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Donc là, ils ont un peu les données brutes. Et donc, vous voyez qu'ils ont des données toutes les minutes. C'est des systèmes temps réel. Donc ça a été expliqué tout à l'heure, mais ça, c'est l'intérêt de l'industrie 4.0. C'est en temps réel, on donne l'information. Et puis à côté, ils ont un autodiagnostic, cette fois-ci avec la cause de panne. Donc là, il y a une probabilité de panne de 100%. Et au même instant, enfin une seconde plus tard, ce que dit le modèle, c'est qu'il y a 78% de chance, enfin 79%, que le tambour moteur soit défectueux. 10 minutes après, il dit la même chose à 83% de chance. Et une minute avant, c'est une minute avant, il le dit à 54%. Une minute après à 79% et une minute après encore à 84%. Donc ils ont ça comme système qui leur permet de voir en temps réel sur chaque convoyeur c'est ce qu'on appelle un autodiagnostic. Donc là, on n'est pas dans une prévision, on est dans un autodiag. On n'est pas allé de la question, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas quand est-ce que mon tambour moteur va être défectueux. C'est à l'instant T, je vois dans quel état est mon système. Assez étrangement, je vous ai mis cette image-là d'autodiagnostic. Il y a une sacrée différence entre un diagnostic fait par une machine sur des données, avec un modèle, et un être humain avec son intuition et son expérience. Un tambour moteur défectueux, ça fait du bruit. Et c'est comme ça que les techniciens ils le diagnostiquaient. Quand ils faisaient leur tournée, donc en gros, ils faisaient des tournées tous les jours dans l'aéroport, quasiment tout le temps, et ils écoutaient les machines, ils regardaient la bande. Voilà, c'était très visuel. Quand on a celle-là, évidemment, dans la méthode de travail, ça a été de dire à chaque fois que le modèle dit un truc, peut-on aller le vérifier quand on a une confirmation assez forte par le modèle. Et donc, plein de fois où on a eu le tambour moteur défectueux, le technicien, quand il y allait, il disait non, il n'est pas défectueux. Moi, je trouve pas comme d'habitude. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste pour vous donner tout son itinéraire, ce qu'ils ont accepté de faire par moment, c'est de dire, ok, cette machine, on note que le tambour moteur était marqué défectueux. Le jour où le technicien y confirme, donc c'est noter quand même la place de l'humain, on continue à laisser l'expertise à l'être humain, mais on donne une information. Le jour où le tambour moteur a été enlevé, on l'a donné, ils l'ont ramené dans leur usine, et un des experts du tambour moteur a regardé à quel niveau il était défectueux. Et donc ça permettait de confirmer ce que ça faisait longtemps qu'il était très usé, même s'il ne faisait pas de bruit, ou pas. Voilà. Bon, ça a permis d'affiner les modèles pour avoir des modèles qui donnent des autodiagnostics assez précis. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est essayer d'avoir un modèle de prévision à 7 jours. De dire, sur les 7 prochains jours, est-ce qu'on peut avoir ces prévisions-là. Donc ça, c'est l'étape qui est en cours actuellement avec ce client-là. Alors, dans leur Rex, pour passer à ça, donc dit autrement, un industriel qui est passé d'une logique 3.0, il avait déjà un SCADA, je rappelle, il avait déjà tout ça, des automatismes, un SCADA, un ERP, etc. Voilà, lui, ce qu'il conseille. Déjà des problèmes de technologie. Alors, le grand intérêt de l'industrie 4.0, sa grande difficulté, son grand intérêt, c'est la mise en réseau et l'ouverture. Le désilotage, qui doit s'accompagner d'un désilotage organisationnel, je pense qu'il l'évoque juste après. Donc sa grande force, c'est la notion de mise en réseau, réellement. Du coup, sa grande faiblesse, c'est l'interopérabilité. Même si cette faiblesse est partielle, parce qu'on travaille quand même beaucoup sur des choses qui sont très interopérables. Donc là, j'ai cité des protocoles de bas niveau, mais si on s'intéresse au protocole industriel, OPC-UA est par exemple un exemple de chose qui permet de rendre interopérables des échanges. Je crois que c'est ce que vous montriez tout à l'heure, c'était de l'OPC-UA, des échanges entre machines.
Mais effectivement, il faut se poser des questions sur les choix technologiques, ne serait-ce quel réseau on met dans l'usine. Question bête, hein, mais les machines, elles sont connectées comment? Wi-Fi, pas en Wi-Fi. Si on reste sur le réseau de terrain, on prend un autre réseau. L'autre point, c'est qu'il ne faut pas faire un système pour les experts. Alors ça dépend des industries. Mais là, je vous parle d'un industriel dans ce secteur-là. Mais il dit, attention, le système, il est fait pour les équipes de maintenance. Il n'est pas fait pour les data scientists, dit autrement. Voilà, il faut bien faire attention et donc ne pas produire des systèmes informatiques trop experts, mais bien rester dans la capacité à produire une information qui est métier et qui a du sens pour le métier. C'est ce qui explique, par exemple, qu'ils ont regardé des grandeurs compréhensibles et qui sont, pour eux, représentatives du fonctionnement de leur système. Ils ont regardé l'intensité, la température, etc. C'est très proche d'un diagnostic. Je fais une image, mais c'est très proche d'un diagnostic chez votre médecin. Vous avez une sacrée différence quand vous allez en médecine de ville et vous avez un médecin qui fait un diagnostic avec quasiment rien. Il ne vous fait pas passer un scanner, une IRM, etc. Il pourrait, hein, mais il ne vous fait pas. Il vous fait un diagnostic clinique. Il utilise un thermomètre au mieux ou un tensiomètre. Et quand vraiment le problème a l'air beaucoup plus compliqué, plus ténu, et là on vous fait passer une batterie d'examen dans un hôpital. Voilà, c'est la même logique. Hein. Il dit bien, ce que dit ce client, c'est attention, les équipes de maintenance, elles font du diagnostic, il faut leur donner des informations de niveau diagnostic. Enfin, et ça c'est un point très important, toute la valeur ajoutée qui sont dans les modèles statistiques derrière dépend naturellement de la qualité de vos données. Voilà. Vous pouvez avoir autant de données que vous voulez. Donc pour faire simple, on n'est pas dans une logique, ici on a été assez peu dans une logique de big data. Ça a bien été expliqué technologiquement tout à l'heure par Cédric, hein, c'est ça? Vincent, pardon, excusez-moi. Par Vincent, de dire, en fait, on fait des calculs à différents niveaux. Et on agrège, et notamment, quand on fait ça, on a une capacité à améliorer la qualité des données. Donc ça, c'est important, c'est ce qui est fait chez cet industriel. Vous avez vu là un tableau de bord, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les données d'intensité du convoyeur, elles ne sont pas remontées dans le cloud, pas comme ça, pas directement. Donc elles sont agrégées localement sur le convoyeur lui-même à un système d'agrégation, et puis après, par secteur, pour plusieurs convoyeurs, il y a d'autres systèmes d'agrégation, et après, c'est remonté. Voilà, et ça permet de traiter aussi la qualité des données. Voilà, après le reste, ces aspects-là, il les a mis, mais je vais vous les épargner. C'est des choses très, très, très internes pour lui d'industrialisation. Une des questions qui est pour lui assez complexe et à laquelle il ne sait pas répondre, c'est finalement, maintenant qu'il a ça entre les mains, de l'autodiagnostic, il ne sait pas s'il veut un modèle de prévision ou de décision. Alors, je vais vous donner la petite différence. Un modèle de prévision, ce que je vous expliquais au début. C'est on peut lui prévoir quelque chose pour un convoyeur à tel endroit. Un modèle de décision serait plus ténu, c'est de lui dire sur tel secteur, il faudrait que vous fassiez non plus 90% de préventif, mais 70%. Donc on est sur une recommandation de très haut niveau. Donc il ne sait pas trop, en fait, finalement, s'il a besoin du détail. Moi, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de prédire les pannes, mais il va un peu plus loin. Il dit, j'ai peut-être même pas besoin de regarder des modèles de prévision localement sur mes machines. Ça m'intéresse peut-être pas. Il faut peut-être me fabriquer des modèles de décision pour organiser ma maintenance. Voilà, donc ça, c'est une question en suspens que ce client-là a laissé ouverte. Alors après, de façon concrète, dans les bénéfices chiffrés, combien de temps il a mis pour faire ce projet? Alors, deux phases. Une phase où il s'est posé beaucoup de questions sur comment je fais pour câbler des capteurs sur ma machine, la rendre connectée, etc. Beaucoup de questions industrielles. Cette phase a duré 1 an. J'ai envie de dire que c'est une phase d'inception. Il fallait qu'ils réfléchissent technologiquement, donc je l'exclus un peu du projet. Après, de façon concrète, une fois qu'ils se sont dit, bon, ok, nous, on leur avait recommandé effectivement de séparer contrôle-commande et collecte de données. Une fois qu'ils ont accepté certains protocoles sur la collecte de données, le premier prototype est sorti en 6 mois, donc ça va assez vite sur des systèmes simples comme ça. Et ensuite, ils ont déployé par phase sur une dizaine de convoyeurs. Et ils les ont changés d'aéroport. Donc ils ont vraiment essayé de mesurer la variabilité en fonction. Alors pourquoi y a des aéroports qui sont plus fréquentés que d'autres. Voilà, entre l'aéroport de. Donc ils ont fait Lyon, Nice, Zagreb.
Donc il y a des aéroports qui sont plus fréquentés que d'autres. Et puis il y a des aéroports où il n'y a pas du tout les mêmes vols, donc il y a plus de petits bagages. Si je prends un aéroport de Nice, il y a plus de vols internationaux, alors que sur un aéroport de Lyon, il y a plus aussi de vols régionaux, donc on n'a pas les mêmes tailles de bagages. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui expliquent, complètement exogènes, qui expliquent qu'ils aient eu cette stratégie. Voilà. Et puis après, il y a des conditions météo différentes, il y a des pratiques de maintenance, même si c'est la même entreprise, qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays, malgré tout. Ouais, ils ont des cultures techniques un peu différentes. Voilà, mais au final, ils ont un ROI par rapport à leur premier coût du projet de 9 mois. Et ce qu'ils ont pu déjà voir, c'est que déjà, il n'y a plus besoin d'aller se balader si souvent que ça dans le tri-bagage. Pour ces convoyeurs-là, hein, ils ont équipé une dizaine de convoyeurs, pas les milliers. Donc déjà, il n'y a plus besoin de faire de tournée de diagnostic. Enfin, presque plus, parce qu'ils en font quand même. Et puis surtout, alors ça, c'est un cas particulier pour eux. Pour eux, ils ont une compréhension du fonctionnement du système. Ça, c'est intéressant pour toutes les équipes de maintenance. Très important quand même. Et dans leur cas particulier, vu qu'ils sont le fabricant de la machine, ils ont la notion de rétrofit qui est vitale. Voilà, donc ils ont, grâce à ça, pu réfléchir aussi à la conception ou à l'utilisation de certains matériaux sur leur système de convoyage. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On est rentré dans le timing. C'est extraordinaire. Donc, on va tout de suite pouvoir passer sur la présentation suivante. J'en étais où? Donc maintenant, c'est la société Synergies qui est en train de s'installer. Là, il va y avoir de la démo. Hein. Donc, on va avoir Damien Lavergne et Fabrice Barbin. C'est coupé? C'est pas grave, je continue quand même. Moi, je m'arrête plus.
Alors voilà, après cette petite pause pour une mise en place technique, nous allons accueillir maintenant la société Synergies avec Damien Lavergne et Fabrice Barbin. Et là, nous allons parler d'opérateurs augmentés. Alors ça fait bien, hein, ça on voit. Et d'assistance à distance. Donc je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Damien Lavergne, je travaille pour Synergies. Je suis responsable de la zone Occitanie pour Synergies et je suis accompagné de Fabrice. Fabrice, donc dirigeant de Synergies. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour cette session Industrie du futur. Exactement. On va aborder, on a prévu une séquence de 25 minutes avec plusieurs sujets. On va avoir un premier sujet donc autour de l'opérateur augmenté et surtout de la réalité mixte. Qu'est-ce que la réalité mixte ? On va vous présenter ça rapidement. Peut-être que certaines personnes parmi vous ont déjà vu un HoloLens ou la technologie réalité mixte. On se veut aussi ce moment de manière plutôt interactive, donc n'hésitez pas aussi à interagir avec nous pendant cette séquence. On aura une deuxième séquence sur la partie plutôt retour cas client, des cas d'usage qui arrivent chez nos clients, ce qu'on met en place tout simplement chez nos clients avec cette technologie de réalité mixte pour équiper les opérateurs sur site. Et puis après, on basculera, on va jouer à un jeu de démonstration avec, je serai moi l'opérateur sur site, augmenté, et donc Fabrice sera mon expert à distance pour m'aider sur la petite usine au fond là-bas. Voilà. Pour commencer, donc la réalité mixte, vous connaissez certainement la réalité virtuelle. Je vois des têtes qui hochent, oui. En effet, la réalité virtuelle, donc c'est ce fameux casque que l'on met, et donc on est dans une réalité autre, totalement enfermé dedans et pas du tout contextualisé à mon environnement. Vous connaissez la réalité augmentée, donc c'est souvent, pour l'expliquer, la réalité augmentée, on dit on prend un terminal, un téléphone, un smartphone, une surface, et puis on va scanner quelque chose et on va avoir une surcouche d'informations qui va apparaître et sur lequel on va pouvoir interagir, avec un niveau d'interaction qu'on dit plutôt faible, un faible niveau d'interaction, juste du clic, de l'information. La réalité mixte, c'est au croisement des deux. C'est-à-dire qu'on va profiter de tout l'avantage de la réalité virtuelle en termes d'interaction. On va aller très très loin en termes de niveau d'interaction et en plus, tout simplement, on va être contextualisé, on va être lié à notre environnement. Et pour aborder le sujet de réalité mixte, lorsqu'on aborde le sujet de réalité mixte, on aborde ce sujet, les HoloLens, qui ont été donc créés par Microsoft. La réalité mixte vient de chez Microsoft, et les HoloLens, c'est donc l'outil pour faire de la réalité mixte aujourd'hui. Alors voilà, une vidéo tout simplement qui vous présente qu'est-ce qu'un HoloLens. Un HoloLens, donc c'est comme un ordinateur, mais la différence, c'est qu'on n'a pas d'écran, on n'a pas de clavier, on n'a pas de souris, et on utilise tout simplement naturellement les usages classiques de dire j'ai envie d'actionner quelque chose avec la voix, je vais utiliser la voix. J'ai envie de cliquer dessus, je clique avec ma main. J'ai besoin d'afficher quelque chose sur ce mur, c'est le mur qui devient l'écran, c'est la chaise qui devient un objet. En tout cas, voilà, le HoloLens comprend son environnement et donc peut interagir avec. Alors effectivement, Damien, les 4 grands principes qu'on va retrouver avec HoloLens et la réalité mixte. Le premier élément, c'est la mixité entre le virtuel et le réel. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'environnement de l'utilisateur de manière à venir enrichir son champ de vision avec des hologrammes qui vont être attachés aux objets réels. Comme on peut le voir, alors c'est un petit peu sombre à l'écran, mais comme on peut le voir, on a un opérateur ici qui est en train d'installer un passage de câble. Dans sa vue périphérique, sur la gauche, il aura son listing de tâches à réaliser. Et surtout, on viendra afficher les hologrammes qui vont positionner ce chemin de câble à l'endroit où il doit venir le positionner dans la vraie vie, quelque part. Donc on est vraiment sur ce côté enrichissement du champ de vision avec des contenus virtuels complémentaires. Le deuxième point, c'est que cet équipement en tant que tel, il est autonome et mobile. Tout est intégré dans le HoloLens. On n'a pas besoin d'un PC, on n'a pas forcément besoin d'être connecté, ça peut fonctionner en mode totalement déconnecté. Et on va être mobile avec cet équipement. Quelque part, toute la puissance de calcul est embarquée sur le HoloLens. Autre élément, c'est qu'on a parlé beaucoup d'afficher de l'information, mais au-delà de l'affichage de l'information, l'enjeu, c'est aussi d'interagir avec cette information. Et en fait, on va pouvoir avoir différents moyens d'interaction. La première chose, effectivement, ça va être de pouvoir simplement parler. On va définir un certain nombre
de mots-clés, une grammaire, un vocable, qui fait qu'un opérateur pourra simplement donner des instructions qui vont déclencher des traitements d'affichage, changer des panneaux, et ainsi de suite. Ça, c'est la première façon de faire. On l'a dit également, l'information, elle est contextualisée où on est. Et en fait, simplement en étant capable d'analyser le suivi du regard de l'utilisateur, on va pouvoir interagir, afficher des informations. Je regarde une machine-outil qui est sur ma gauche. Le simple fait de simplement la regarder va me faire remonter, par exemple, l'information sur le capteur qui est embarqué sur cette machine. Donc on contextualise complètement l'information vis-à-vis de l'utilisateur. Et puis le dernier élément, c'est le geste. En fait, vous allez pouvoir manipuler des hologrammes comme vous le faites avec un objet physique, tangible, réel. Vous avez une fenêtre qui est devant vous, vous voulez la déplacer, vous allez simplement la gripper et puis l'amener plus loin. Vous voulez zoomer, vous allez simplement l'étirer comme vous feriez avec un élastique, tout simplement. Donc on est sur une interaction qui est extrêmement naturelle et qui fait qu'en fait, on n'a pas réellement de courbe d'apprentissage. On est sur un outil qu'on peut mettre directement dans les mains des utilisateurs. Il y a un côté très intuitif dans l'usage. Et puis le quatrième point clé qu'on a avec HoloLens, c'est une capacité de partage. Les informations qu'on affiche à l'utilisateur en tant que tel, l'utilisateur n'est pas forcément en solo, il peut être en équipe. Et donc on va avoir la possibilité, un peu comme on le voit à l'écran, d'avoir deux personnes qui à un instant T vont visualiser les mêmes informations. Je reviens sur mon exemple de ma machine-outil. Si Damien et moi portons par exemple les HoloLens et que je commence à interagir avec des informations, afficher des documents, de manière synchronisée, il verra les mêmes éléments apparaître dans son propre champ de vision. Donc on est capable d'augmenter les informations métiers et de les partager au sein d'une équipe. Donc ça, c'est les 4 grandes caractéristiques. La mixité entre le virtuel et le réel, des capacités d'interaction naturelle, les capacités de partage, et j'en ai oublié un, et la mobilité et l'autonomie. Merci pour... vous avez bien suivi, merci. Alors, une fois qu'on a évoqué, on va dire, ces grandes caractéristiques, la question, c'est de se dire, OK, très bien, il y a un potentiel technologique. Dans la vraie vie, ça sert à quoi? C'est quoi les vrais cas d'usage? C'est quoi les retours d'expérience qu'on peut avoir dans le secteur de l'industrie, et notamment de l'usine du futur? Premier cas d'usage sur lequel on va faire un focus, c'est vraiment la logique de l'assistance aux opérateurs, assistance aux opérations. Alors, vu le temps qui nous est consacré aujourd'hui, on ne va pas détailler le mode de fonctionnement, je vais plutôt me focaliser sur les bénéfices, finalement. L'idée, ça va être simplement de se dire, j'ai un opérateur qui est amené à intervenir et que je vais devoir accompagner. Alors, on oublie, vous savez comment ça se passe dans la vraie vie, on a en général des procédures qui sont extrêmement détaillées, qui disent étape 1, étape 2, étape 3. Tout ça imprimé sur des feuilles, dans des classeurs qui sont sur des étagères avec 1 cm de poussière au-dessus. Oui, factuellement, on peut difficilement travailler en ayant les mains libres et en même temps suivre une procédure. L'idée de ce genre de solution, c'est de redonner accès à l'information aux opérateurs en même temps qu'ils travaillent en leur libérant les mains. Ça, c'est le premier élément, c'est cet accès facilité à l'information qui nous assure quelque part que les process sont convenablement suivis. C'est un élément également de réassurance pour l'opérateur lui-même. De moins en moins, en fait, on va investir sur des logiques de formation préalable et on va beaucoup plus rapidement mettre l'opérateur en situation d'intervention directe. Ça peut avoir un côté stressant, sauf si on est accompagné. L'accompagnement, il peut se faire de manière assez simple. Afficher cette procédure dont je parlais avec les 10 étapes qu'on doit réaliser sur une maintenance. Et puis peut-être que pour chaque étape, je vais afficher une vidéo, une image, voire un modèle 3D animé qui va me montrer le geste technique que je dois réaliser. Et finalement, mon opérateur, il va fonctionner par mimétisme. Il va simplement reproduire les gestes techniques qu'on lui montre. Et il sera quelque part mis en confiance puisqu'il n'y a pas réellement de risque d'erreur, finalement. Donc ça, c'est un bénéfice pour l'opérateur en tant que tel, c'est lui redonner un accès à l'information et faciliter en fait sa prise de confiance sur le poste. Ça va nous amener aussi à amener plus de traçabilité. Jusqu'à maintenant, on savait qu'une procédure était faite ou pas faite. Là maintenant, avec cette approche, on est capable de dire bah oui, la procédure elle a été déroulée, mais simplement les 8 étapes et pas les 2 dernières. Ou cette procédure que l'on estimait qu'il fallait une demi-heure pour réaliser, bah finalement on constate que les opérateurs ils mettent plutôt 45 minutes. Et c'est sur l'étape numéro 3 où on voit qu'il passe beaucoup de temps. Et donc dans une logique d'amélioration continue, on va pouvoir retravailler les contenus et la formation des opérateurs. Et puis de plus en plus, ces scénarios d'assistance aux opérations s'étoffent aussi avec l'intelligence artificielle et toute la partie reconnaissance d'image.
Et là, on va pouvoir être totalement proactif vis-à-vis de l'opérateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir automatiser un certain nombre d'informations, de manipulations qu'il devait faire manuellement. Dans le secteur de l'agritech, on accompagne aujourd'hui un acteur qui a des opérateurs qui sont devant des plantes et doivent prendre des mesures ou faire du comptage. Par exemple, compter un nombre de fruits sur un pied. Ça, habituellement, c'est fait tout simplement en comptant manuellement, en notant le résultat sur le cahier. Là, simplement, avec HoloLens et l'analyse d'images, on va être capable de demander simplement à l'opérateur de regarder de haut en bas, et automatiquement, on aura le nombre de fruits, et on sera même capable d'aller jusqu'à une estimation du poids de récolte sur le pied. Et là, quelque part, on devient proactif